Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces mois d'automne pour vous plonger dans de belles lectures. Et toi aussi Catherine, comment ça va ? Salut Marine, ça va bien, merci. Bon, tu le sais, pour moi, l'automne, c'est vraiment pas ma saison favorite. Heureusement qu'il y a les pumpkin spice latte. Je crois que c'est le seul truc qui me fait tenir en automne. Mais du coup, j'en profite d'autant plus pour me changer les idées avec des lectures. Alors d'habitude, on vous prépare un épisode un peu spécial pour Halloween, mais cette année, on a décidé de changer les choses. Oui, c'est bien parfois de ne pas se laisser enfermer dans la routine. Donc, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, on vous faisait un petit teasing en vous parlant de froid. Eh bien, pour cet épisode 32 du Bruit des Pages, on vous propose d'aller vers le Grand Nord. Et on va donc vous parler de Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti, Les Invisibles de Roy Jacobsen, Miss Island de Audur Avaolafsdottir et les BD de Liv Strömquist, Les sentiments du prince Charles et l'origine du monde. Allez, on met les doudounes et c'est parti. Pour commencer cet épisode, direction la Suède avec ce roman de Katharina Mazetti qu'on avait toutes les deux lu il y a plusieurs années, mais qu'on avait envie de partager avec vous. Il s'agit du mec de la tombe d'à côté, paru chez Babel. Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. Comme on le disait en intro, cette lecture a été une relecture puisque moi j'avais lu ce roman pas très longtemps après sa sortie, donc je devais avoir à peu près 20 ans, et je l'avais complètement oublié. C'est pas très bon signe, vous allez me dire, mais en réalité j'en gardais un très bon souvenir, c'est juste que j'ai une très mauvaise mémoire. Voilà, on va dire que c'est ça. Bon, après c'est un peu pareil pour moi, je crois que le roman a été publié en France en 2006 ou dans ces eaux. Moi je l'ai pas lu directement à sa sortie, mais c'était quand même il y a un bon moment, et je me souvenais pas de tous les détails, mais je me souvenais que j'avais beaucoup aimé le livre, donc j'étais très contente de le relire. Et à nouveau, Le mec de la tombe d'à côté a été une super lecture. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans ce roman pour passer un très bon moment avec le livre. Les deux personnages principaux, le sens de l'humour, les situations, le sous-texte sur les différences culturelles, on y trouve vraiment son compte. Ouais, c'est vrai que ça a été une très chouette relecture. C'est un livre qui fait du bien, c'est une histoire d'amour à laquelle on s'attache très facilement grâce à des personnages qui sont vraiment atypiques. C'est un peu une sorte de fable avec d'un côté le rat des villes et de l'autre le rat des champs. Cette rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose. Il y a donc Désirée, citadine palote et intello qui passe son temps plongée dans un bouquin quand elle n'est pas au théâtre. Et puis de l'autre, il y a Benny, un éleveur de vaches orphelin qui tente de faire tenir debout la ferme familiale depuis la mort de ses parents. A priori, rien ne peut les faire se rencontrer, mais figurez-vous qu'il y a quand même mieux que l'amour est dans le pré pour créer des opportunités, le cimetière. Oui, et ce point de départ, honnêtement, c'est pas banal. Bon, déjà, faire des rencontres en allant au cimetière, on n'y aurait pas forcément pensé, mais en plus, tomber amoureux en allant au cimetière, alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, avec un petit côté décalé et humour noir qui ne manquera pas de nous plaire. Et voilà, et c'est là que l'histoire commence, et cette rencontre, elle donne un peu le ton du roman. Ouais. C'est à la fois décalé, sentimental et émouvant. On suit cette histoire d'amour entre ces deux personnages qui, au fond, sont tous les deux terriblement isolés, chacun avec leurs peurs, leurs angoisses, et je pense que même si on ne se reconnaît pas nécessairement dans leur profil, leur histoire remue forcément quelque chose en nous vis-à-vis de nos expériences amoureuses, des concessions peut-être que l'on a pu faire ou tenter de faire, et forcément ça nous parle quoi. Ouais, c'est sûr que ce roman il est romantique à souhait. Moi j'ai trouvé l'histoire comme les personnages tendres et attachants. Désirée et Benny sont complètement différents l'un de l'autre, mais on ne peut que s'attacher à eux pour leur bon côté, mais franchement je pense surtout pour leur faiblesse.
Et en effet, même si personnellement, j'ai jamais vécu une relation amoureuse comme celle-là, et j'ai envie de dire heureusement quand même, Ouais. on finit quand même par s'identifier à eux et à leur histoire. Et surtout, on a envie que ça marche, quoi. Complètement. Et puis, il y a une chose que j'ai adorée, moi, c'est l'évolution dans la narration, qui suit un peu l'évolution de cette histoire d'amour, hein. Au début, on est dans l'euphorie de l'amour naissant. Je pense que là, pour le coup, on sait tout ce que c'est, hein, on se souvient à peu près. Et dans le texte, du coup, il y a énormément d'humour, il y a des situations très cocasses, les personnages ont beaucoup d'autodérision, on rit du choc des culture entre la citadine et le bouseux, entre guillemets, de la campagne. Moi, j'ai plusieurs fois éclaté de rire et au moment où je le lisais, j'étais en week-end avec une copine et franchement, j'étais là genre « Attends, faut que je te lise ce passage, il est trop drôle !» Et puis, au fil du roman, l'écriture de Catarina Mazzetti évolue elle aussi comme évolue l'histoire d'amour, avec un peu plus de retenue quand on dépasse cette phase d'euphorie, ce qui est un peu inévitable, on le dépasse systématiquement. À un moment donné, ouais. Voilà, je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler la suite, mais on voit vraiment le changement dans son écriture. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un roman qui est très vivant aussi, dans le sens où les réflexions des personnages nous les rendent très proches. À chaque situation, on se retrouve confronté à la fois aux deux points de vue des protagonistes, donc celui de Benny et celui de Désiré, et on a quand même un peu envie de jouer le thérapeute de couple pour faire en sorte que leur histoire, elle fonctionne, quoi. Oui, complètement. Moi, franchement, j'avais trop envie de leur donner des conseils. Bah oui, moi aussi. Mais dans la vraie vie, parler à un livre, ça ne se fait pas. Dommage. Franchement, dommage. Donc, je me suis retenue. Mais comme toi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait de suivre l'histoire des deux points de vue d'un chapitre sur l'autre. C'est un mode de narration qui me plaît toujours beaucoup, hein. On a lu d'autres romans comme ça et à chaque fois, je trouve que, pour moi, ça marche, quoi. C'est vrai. Et en l'occurrence, pour cette histoire, je trouve que c'est vraiment adapté à l'histoire parce que, étant chacun les opposés l'un de l'autre, c'est vraiment trop bien de voir leurs réactions et leurs incompréhensions. C'est même parfois cocasse, surtout dans la première partie du roman. Je pense notamment à ce sourire dont on parle dans le résumé, qui les fait tomber amoureux. Ils croient tous les deux qu'ils sont en train de sourire pour la même chose. Et en fait, on va découvrir que pas du tout. Ouais. Et c'est assez marrant parce que voilà, tu vois la scène pour la première fois, tu te dis « Ah, c'est trop beau, c'est romantique et tout ». Et en fait, pas du tout. Et après, à l'envers du décor. C'est ça. C'est pas ça, en fait. Mais je trouve que c'est aussi la beauté du truc, c'est que c'est pas grave parce que le résultat, il est le même. Au bout du compte, ils tombent amoureux et ça montre aussi le fossé entre les deux milieux sociaux et culturels, mais le fait qu'ils peuvent se rapprocher. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un aspect du roman, moi, que j'ai bien aimé, c'est cet aperçu du quotidien d'un agriculteur. Il faut dire que pour ce roman, qui est le premier de Catarina Mazzetti, l'autrice s'est inspirée de sa propre expérience de femme de paysan. Elle-même, elle est professeure, journaliste, donc plutôt un peu le profil de Désiré, on va dire. Ouais. Donc, on comprend pourquoi ce roman, il sonne si vrai quand on le lit. Ah, c'est clair. Est-ce qu'elle se serait inspirée un petit peu de faits réels ? Un petit peu. Enfin, en tout Je cas, ne sais pas. On peut l'imaginer, franchement. Ouais. Et puis voilà, il y a quelque chose de simple, d'authentique dans cette histoire, malgré... C'est vrai, le résumé qui peut être un peu cliché de cette histoire d'amour, mais ça fonctionne vachement bien quand même. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que même ça va au-delà de l'authenticité et de la façon dont elle décrit la campagne versus la ville. Je trouve que sous couvert de romance, Catarina Mazzetti aborde aussi la question dont je parlais plus tôt de fossé entre les milieux sociaux et c'est super intéressant. Parfois, elle donne l'impression que Désiré et Benny sont vraiment de deux mondes, voire même de planètes différentes, alors qu'ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre. Mais les deux ensemble, ça fait forcément du clash des cultures. Ah ouais. Et cette description vraiment de ces grosses différences qu'il peut y avoir au sein d'une même société, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à redécouvrir l'histoire de Désiré et Benny. Et j'ai appris par la même occasion, pour l'enregistrement de cet épisode, que l'autrice avait publié une suite, Le caveau de famille. Et mais en 2011, c'est pas récent en plus. Non, et on l'a complètement raté, quoi. Ah, moi j'étais complètement passée à côté. Ouais. Tant pis pour moi, j'ai pas eu le temps de le lire pour cet épisode-là, mais je pense que je vais me l'acheter quand même. J'ai bien envie d'avoir la suite. Ah évidemment, moi aussi j'ai trop envie de savoir comment ça se passe, comment leur histoire s'en sort, ouais. Évidemment. Après la Suède, j'ai décidé d'aller faire un petit tour en Norvège avec le roman Les Invisibles de Roy Jacobsen. Il a été publié en 2017 chez Gallimard, mais vous pouvez aussi le trouver chez Folio pour la version poche.
Ingrid Barrois grandit sur une île minuscule au nord de la Norvège, au-dessous des Lofoten. Avec son père, la mer est leur aventure. Entre la pêche, les tempêtes et un extrême dénuement, elle possède les saisons, les oiseaux et l'horizon. Mais face à cette nature hostile et magnifique, les enfants sont parfois forcés de grandir vite. Sous la pression des éléments, les vies de ces invisibles deviennent des destinées. Alors là, on change complètement d'univers par rapport au roman de Katharina Mazetti. Roy Jacobsen est l'un des écrivains norvégiens les plus connus et n'ayant jamais lu ses romans, j'étais quand même très curieuse de découvrir son style. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très déroutant. Oui, d'ailleurs, quand tu lis le résumé, t'as un peu du mal à comprendre de quoi ça parle exactement quand même. Je suis bien d'accord. En gros, ce roman, ça parle de l'histoire d'une famille norvégienne au début du XXe siècle qui vit sur une île complètement isolée. Mais quand je dis complètement isolée, c'est qu'ils sont tout seuls sur l'île. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que cette famille. Donc tu as intérêt à pas trop avoir d'embrouille parce que pour aller se détendre chez le voisin en cas d'engueulade, c'est pas la porte à côté. Tu dois prendre un bateau, tout ça, enfin bref. Donc c'est le quotidien insulaire et précaire de cette famille que Roy Jacobsen nous dépeint, rythmé par des hivers très rudes, une nature sauvage et un climat extrême. Et tout le long du roman, on suit l'histoire d'Ingrid, la fille du couple de pêcheurs. Ah bah voilà, donc dit comme ça, on comprend un peu mieux le résumé et finalement c'est plutôt simple. Oui, et d'ailleurs la simplicité, c'est ce qui est mis en avant dans le roman. C'est la simplicité de cette vie de pêcheur, sauf que malheureusement pour moi, je me suis terriblement ennuyée. Je le dis tout de suite, mais comme ça, voilà, c'est posé. Moi, je suis passée complètement à côté de ce roman et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Pourtant, il est court, mais j'ai trouvé que c'était lent, c'est étrange et en fait, il se passe strictement rien. Ah ouais, t'y vas pas par quatre chemins quand même. Et il y a vraiment rien qui t'a plu dans ce roman ? Alors oui, au début du livre, c'est vrai que la relation entre le père Hans et sa fille Ingrid est très touchante. Donc ça m'intriguait un peu. Et puis il y a la présence de cette sœur, Barbro, que l'on présente comme simple d'esprit. On pourrait donc penser qu'il y a matière à développer une histoire, des enjeux, tout ça. Puis non. Donc voilà, en fait, le roman, je trouve qu'il manque cruellement d'épaisseur. La psychologie des personnages n'est abordée vraiment qu'en surface. Il y a très très peu de dialogue et d'interaction. En plus, ils sont pas nombreux, donc ça aide pas non plus. Et même si on comprend que ce style, finalement, ça répond à l'austérité du quotidien familial, franchement, en tant que lecteur ou lectrice, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, et là, ça a cassé, quoi. Ah, complètement. Ça a cassé très vite. Après, moi, ce que je trouve, c'est que ce que tu décris, c'est pour avoir vécu en Finlande, donc connaître un petit peu la Scandinavie. En fait, tu décris beaucoup les Scandinaves et encore plus la littérature scandinave. Pour moi, ce que tu dis, c'est assez représentatif de cette littérature. Il y a un côté très contemplatif, un côté lent et ce que tu disais aussi, c'est souvent étrange. Et les Scandinaves sont souvent étranges aussi et très contemplatifs et ils parlent pas beaucoup. Ouais, donc voilà. C'est sûr. Et pourtant, cette lenteur, ça aurait aussi pu avoir son charme dans cette atmosphère typiquement scandinave. Moi, je comptais un peu là-dessus, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce que le manque d'action aurait justement pu être compensé par cette analyse des personnages, par exemple, par une psychologie plus aboutie. Mais en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, t'as rien à quoi t'accrocher, tu vois. Ouais. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Il y a des scènes de pêche, il construit des hangars, il creuse des trous. Ça va 5 minutes, mais on s'en lasse quand même assez vite, on va pas se mentir. Bon, c'est vrai, je suis un peu dure parce que ce roman... Mais t'es toujours dure quand même. Ouais, oui. Après, en plus, c'est étonnant parce que ce roman, il a rencontré un énorme succès en Norvège. Mais bon, vu ce que tu me dis des Scandinaves, c'est pas étonnant. Ça doit leur parler. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Peut-être qu'il faut être insulaire ou être sensible à ce style très pragmatique pour accrocher ou pour s'identifier à cette vie, pour y être sensible. Moi, c'est pas mon cas. Oui, non, mais de toute façon... Si on regarde un peu tes goûts, clairement, les romans où il se passe pas grand-chose, c'est pas vraiment ta came quand même. Hein. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Après, chacun ses goûts, tu vois. Je pense qu'en effet, ça a eu du succès dans les pays scandinaves, mais en France aussi. Donc, il y a beaucoup de gens à qui ça plaît aussi, et c'est c'est pas toi, mais il y en a sûrement d'autres. Oui, heureusement, il en faut pour tous les goûts. Moi, en tout cas, c'est vrai que ça m'a pas donné envie plus que ça de me plonger dans les autres romans de l'auteur. Mais peut-être que pour vous, ça a fonctionné. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. On serait curieuse d'avoir votre avis. Ouais, voilà, et savoir pourquoi ça a fonctionné pour vous. Et oui.
De la Norvège à l'Islande, il n'y a qu'une mer à traverser. Je voulais vous parler de l'autrice Auður Ava Ólafsdóttir. Je suis tombée par hasard sur son roman Miss Island dans ma librairie et il m'a donné très envie. En plus, je trouve la couverture super jolie, donc ça aide. C'est sorti aux éditions Zulma. Islande 1963, Ekla, 21 ans, quitte la ferme familiale et prend le car pour Reykjavik avec 4 manuscrits dans sa valise. Il est temps d'accomplir son destin, elle sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Ekla bouillonne d'énergie créatrice, entraînant avec elle Isay, l'ami d'enfance qui s'évade par les mots, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, et son cher John, qui rêve de stylisme entre 2 campagnes de pêche. Écoute, tu parlais de romans déroutants pour les invisibles. Eh bien, Miss Island a été également une lecture assez déroutante. En fait, ce que j'ai lu n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en lisant le résumé. Et pourtant, le résumé n'est pas du tout menteur. Juste, l'ambiance, le récit, l'écriture m'ont beaucoup surprise. Parfois, c'est bien aussi, remarque, d'être surprise par ces lectures, non ? Oui, c'est clair. Sinon, on tombe dans la routine. On lit toujours les mêmes choses, comme certains pourraient nous le reprocher. Et là, j'avoue que je pensais un peu tomber sur un roman routine qui aborderait les thèmes qui me plaisent. Et je m'étais un peu fait toute l'histoire dans ma tête avant de le lire. Tu vois, je voyais vraiment venir l'histoire un peu féministe, la fille qui se bat contre le sexisme et tout ça. Enfin voilà, quoi. J'étais bien partie, quoi. Et finalement, c'était pas ça. Eh ben, pas trop. Ah mince, c'était quoi alors ? C'est un peu difficile à dire parce que c'était ça et en même temps, c'était pas ça. Okay. Et pour le coup, j'étais vraiment très loin de ma zone de confort. Bon, tu nous aides pas du tout là. Bon, non, je suis désolée. Bon, on le disait un peu plus tôt dans le podcast, la littérature nordique, elle est très particulière. Et je crois que Miss Island en est un exemple parfait. C'est un roman qui est très contemplatif et très poétique. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et pourtant, l'histoire avance doucement. C'est clair qu'on est loin d'une narration captivante avec des rebondissements à tout va. Je ne sais pas si tu imagines un samedi d'hiver, disons fin fond du mois de janvier. Il y a de la neige dehors, les sons sont étouffés par cette neige. Toi, tu as quelques petits trucs à faire chez toi, mais pas tant que ça. Et ta journée, elle avance doucement sans vraiment que tu t'en rendre compte. Miss Island, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très habitué en fait à ce style de roman. Non, pas du tout. Et un peu comme toi, il m'a manqué ce petit truc d'excitation en plus dans le roman. Je me suis pas non plus ennuyée, mais bon, j'étais pas super pressée de retrouver le livre à chaque fois que j'avais un moment libre, quoi. Ouais. Et surtout, le sujet était super alléchant. Les thèmes abordés par Auður Ava Ólafsdóttir sont super intéressants. Il y a la question du sexisme ambiant de l'Islande dans les années 60. Et que là, c'est une grande écrivaine, mais elle n'arrive jamais à se faire publier parce qu'elle n'est pas prise au sérieux. Et on comprend que le jour où son fiancé proposera le manuscrit en son nom, lui, il n'aura aucun problème à se faire publier. Son amie Isay, elle est clairement pas faite pour être mère au foyer. Pour moi, elle est en dépression postpartum bien profonde. Ouais, mais elle sait que c'est maintenant sa vie et que ça changera pas. Enfin voilà, on a vraiment cette image du sexisme des années 60 dans la société islandaise qui est hyper intéressant, hyper bien dépeint. L'autrice aborde aussi la question de l'homosexualité et de son tabou à cette époque avec le personnage de John, le meilleur ami de Ekla. Bon, il y a tout pour plaire, quoi. Et malheureusement, j'ai pas complètement accroché. Peut-être que justement, t'avais trop d'attentes sur ce roman en fait. Ouais, je pense que je m'étais vraiment fait le roman dans la tête. Et après, j'arrivais plus à me défaire de ce que j'attendais du roman. Après, il y a quand même des bonnes choses dans Miss Island. Malgré tout, j'ai fini par m'attacher à ces personnages qui sont très originaux et si loin de ce qu'on a l'habitude de lire. Et finalement, je crois que même je me suis encore plus attachée aux 2 amis, à Isay et à John, qu'à Ekla. Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, j'ai encore préféré, je trouve qu'ils sont encore plus intéressants que Ekla. Isay, pour moi, c'est elle la grande écrivaine. Enfin, vu la façon dont elle est racontée, vu ce qu'elle dit, de ce qu'elle écrit, pour moi, c'est elle qui est la plus extraordinaire dans ce qu'elle fait. Et d'autant plus que comme elle est coincée à être mère au foyer et à faire des gosses, en gros, il y a matière là à faire quelque chose. Et puis John, lui, il représente un peu cette société hyper masculine et lui, avec son homosexualité, qui essaye de se débattre dans cette société. Enfin voilà, je trouve ils sont encore plus...
Leur parcours était encore plus intriguant, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et puis, il y a encore plus de matière avec eux, je trouve presque, que Éclat, qui est un peu plus dans la norme, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, je le disais au début, le roman est très poétique et très beau. Odurava Ólafsdóttir a une plume magnifique. Il y a beaucoup de phrases que j'ai eu envie de noter parce que je trouvais qu'elles étaient très belles, elles sonnaient super bien. Et là, j'imagine qu'il y a aussi un très beau travail de traduction. C'est vrai que d'autant plus quand c'est une écriture très contemplative et poétique, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules du traducteur. Ouais, complètement. Et là, pour Miss Island, franchement, je trouve que c'est très réussi. Et enfin, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la forme du roman. Bon, déjà, soyons honnêtes, le fait qu'il soit très court, ça a beaucoup joué. Parce que comme j'ai eu du mal à rentrer dedans et à rester dedans, je pense que j'aurais peut-être lâché le roman s'il avait été plus long. Ouais. Et surtout, les chapitres sont très courts, parfois à peine une page. Et ça, c'est pareil, ça aide beaucoup à la lecture. Ça, je sais pas, ça découpe vachement bien le récit et on avance plus vite, complètement. Et puis, les titres des chapitres. Alors ça, vraiment, j'ai adoré. C'est parfois un mot ou une phrase tirée du chapitre en question. Donc, on les retrouve là dans la lecture. Ouais. C'est pas toujours hyper justifié, disons. Enfin, c'est pas forcément le thème principal du chapitre, mais c'est juste un mot qui est sorti qui parfois est un très joli mot ou une expression hyper poétique. Et je trouve que c'est un procédé qui est vraiment très chouette, très poétique. Et à la fin du roman, j'ai même découvert dans une note de référence que certains de ces titres étaient tirés de citations de Shakespeare ou de Malraux ou inspirés de poèmes. Et vraiment, je m'en serais pas rendu compte toute seule. Et je trouve que vraiment, c'est très joli, c'est très bien amené et ça marche parfaitement. Voilà, vous l'aurez compris, Miss Island, c'est pas un coup de cœur. C'était une lecture assez surprenante et déconcertante. J'ai pas énormément accroché à l'histoire, mais par contre, j'ai beaucoup plus accroché au style et à la poésie de la plume de son autrice. C'est déjà ça. Et c'est déjà ça. C'est plus que moi. Côté BD, on a choisi de vous parler de l'une des autrices scandinaves les plus connues, surtout dans la littérature féministe. Il s'agit bien sûr de Liv Strömquist. Moi, j'ai lu Les Sentiments du Prince Charles et Marine, toi, tu as découvert L'Origine du monde, deux BD qui abordent des thèmes ultra féministes et forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Liv Strömquist est une autrice de bande dessinée suédoise. Elle en écrit depuis l'âge de 8 ans et a publié sa première BD en 2005. On suivit 6 autres titres qui lui ont valu plusieurs prix, des expositions et même des adaptations théâtrales. Elle se passionne pour les questions sociales, en particulier l'histoire et la condition des femmes. Dans ses BD, elle mêle dessin, humour et références politiques et de la pop culture. L'Origine du monde et Les Sentiments du Prince Charles sont très représentatifs de ses œuvres humoristiques, féministes et engagées. A priori, c'est pour nous donc. Je pense. Finalement, cet épisode, c'était un peu l'occasion de combler nos lacunes en littérature scandinave, aussi bien côté roman que côté BD. Ouais, complètement. Moi, je suis contente d'avoir enfin ouvert un album de Liv Strömquist depuis le temps que j'en entendais parler. Avec L'Origine du monde, l'autrice se penche sur le sexe féminin, sa perception à travers les siècles et évidemment tout ce qui s'en rapproche, la sexualité, les règles, etc. D'où le nom de la BD, vous l'aurez deviné, inspiré du tableau de Courbet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette BD est dense, très très dense. Peut-être même un peu trop, mais bon, ça on y reviendra après. Ouais. Alors moi non plus, j'avais jamais lu de bande dessinée de Liv Strömquist. J'ai presque honte de l'avouer. Surtout qu'elle est quand même 100% dans notre ligne édito, quoi. Comment on a fait pour passer à côté ? Je sais pas. Alors, dans Les Sentiments du Prince Charles, Liv Strömquist est partie de la réponse du Prince Charles lors de ses fiançailles à Diana à la question « Êtes-vous amoureux ?» Il a répondu « Oui, quel que soit le sens du mot amour ». Quel romantique cet homme. Ah ouais, vraiment. Et donc, en regardant la relation entre Charles et Diana ou celle entre Whitney Houston et Bobby Brown et d'autres, Liv Strömquist s'interroge sur la place de l'homme et de la femme dans les relations amoureuses et aussi dans la famille et les constructions sociales et très sexistes qui les entourent. Bref, tout un programme. Ouais, ça c'est clair. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans L'Origine du monde, c'est évidemment la façon dont Liv Strömquist démonte tous les clichés, les préjugés, les fausses informations qui ont pu entourer la sexualité féminine depuis des siècles et comment les hommes se sont appropriés le sujet avec une obsession pour le sexe féminin qui, bien sûr, nous a porté préjudice à nous les femmes. C'est très riche, c'est passionnant et vraiment tout le monde en prend pour son grade. Les soi-disant scientifiques avec leurs théories sans fondement, les religieux, les politiques et même les publicitaires.
Tout est prétexte pour stigmatiser les femmes, les humilier et justifier forcément cette inégalité entre les sexes. Et n'oublions pas la torture physique commise sur de nombreuses femmes au nom de toutes ces théories fumeuses. Vous l'aurez compris, le sujet est loin d'être léger, les textes sont très documentés et il y a énormément de références, mais j'ai trouvé que le tout restait ultra abordable, notamment grâce à l'humour de l'autrice, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde tout le long de la BD. Ouais, c'est pareil pour les sentiments du prince Charles. J'ai beaucoup aimé le propos de Liv Strömquist, c'est hyper intéressant. Elle montre les inégalités dans la relation amoureuse entre les hommes et les femmes. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est super bien argumenté et super bien démontré. Liv Strömquist est très documentée, comme tu le disais. Elle donne plein de références, elle fait des retours en arrière historiques. D'ailleurs, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à Mona Chollet dans le style et le côté, quand tu lis sa BD ou l'essai pour Mona Chollet, tu te retrouves avec au moins 10 autres lectures ajoutées parce que toutes les références qu'elle cite ont l'air super intéressantes et d'ailleurs, elles en ont pas mal en commun. Oui, totalement. Bref, Liv Strömquist décrit parfaitement les mécanismes qui, au travers de la relation amoureuse, ont permis et permettent toujours d'installer et de conforter le patriarcat. Tiens, on n'avait pas encore sorti le mot magique. Il était temps. Bon, c'est passionnant. D'ailleurs, j'ai aussi commencé à lire une autre de ses BD, I'm Every Woman, et ça développe le même thème. Elle fait des portraits de femmes et surtout d'hommes célèbres qui ont maltraité leur conjointe. Munch, Marx, Bergman, Mao Zedong, Staline, que des mecs bien, quoi. Et surtout comment les femmes ont contribué à la réussite, voire la gloire de leur mari. C'est des passages qu'elle appelle les pires petits amis de tous les temps, qu'on retrouve aussi dans Les Sentiments du prince Charles d'ailleurs. Et elle les présente de façon très satirique, comme la remise de prix d'un concours. Et c'est édifiant. Et comme toi, ce côté satirique, c'est une des choses que j'ai adoré dans le travail de Liv Strömquist. Ces BD sont très denses, il y a énormément d'informations, parfois c'est limite déprimant, mais comme elle enrobe ça avec beaucoup d'humour et d'ironie, ça marche vachement bien et ça fait complètement passer la pilule. Ouais, je suis totalement d'accord. En revanche, moi j'ai un petit bémol et il concerne la mise en page et le style de la BD à proprement parler. Honnêtement, il faut un peu s'accrocher. Liv Strömquist n'a aucune formation en BD, elle est autodidacte et elle a quelque chose de très spontané dans son style, elle se plie pas au code du genre. Malheureusement, ça donne parfois lieu à des planches que moi j'ai trouvé trop denses, où le texte prend beaucoup de place avec une typographie qui n'est pas évidente à lire. À côté de ça, les références sont parfois écrites à la verticale sur le côté des cases, en tout petit en plus. Et moi, je dois vous avouer que j'en ai sauté quelques-unes parce qu'en fait, en plus, je l'ai lu cette BD en étant victime d'un énorme rhume avec sinusite et mal de crâne. Donc clairement, j'étais pas prête à faire de la gymnastique ophtalmique, tu vois. Ouais, bah tu vois, moi, j'ai lu la BD dans tous les sens. Ah, t'as été beaucoup plus courageuse que moi. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça vraiment cool qu'elle donne toutes ces références. Ah oui, mais pas écrites de cette façon. Par pitié, quoi. Et pourtant, j'avais mes lunettes. Ouais, mais tu vois, si elle avait mis genre des notes à la fin, moi, j'aurais passé mon temps à tourner les pages pour aller à la fin et au tout. moins à l'horizontale, s'il te plaît, à la verticale, quoi. Merci. Après, voilà, bon, c'est un style. En plus de ça, les dessins sont minimalistes. Et donc, à côté de ces textes qui, on le disait, sont très denses, voilà, il y a un peu une sorte de déséquilibre. On aime ou pas. Moi, personnellement, finalement, j'ai pas accroché et je me demande si j'aurais pas préféré un essai classique plutôt que cet enchaînement de cases sans air et sans respiration. Bon, après, l'effet était peut-être un peu renforcé par mon nez bouché, je vous l'accorde. Ouais, et puis moi je trouve qu'au contraire c'est vraiment super que ce soit sous version BD parce que ça permet une autre approche de tous ces thèmes, oui, de tous ces argumentaires. Si ça avait été un essai, ça aurait peut-être été un essai de plus. Oui. Un essai féministe de plus, tu vois. Alors que là, c'est aussi un moyen de faire passer le message d'une autre façon. Donc, je trouve que c'est chouette que, on puisse parler aussi de ce genre de sujet hyper important, hyper intéressant et aussi hyper documenté, sous forme d'une BD un peu rigolote, etc., quoi. Oui, non, mais j'étais juste saoulée. Non, mais je pense que j'étais juste saoulée par la typographie. Enfin, bon. J'avais mal au crâne. Voilà. Après, je suis assez d'accord parce que moi non plus, j'ai pas super accroché à son style. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pas jamais lu ses BD, parce que ça me donnait pas hyper envie. Ouais, quand tu les feuillettes,
tu vois que ça va être... c'est ça. Au niveau du dessin, moi je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Je suis pas fan du trait entre le texte chargé, les dessins au trait grossier, les pages qui sont remplies à ras-bord. Je trouve que ça agresse un peu l'œil. Et en plus, le côté noir et blanc avec des épaisseurs de traits différentes. Ouais. Bref, on a un peu l'impression de se faire agresser quand on ouvre la BD. Du coup, il faut un peu s'accrocher pour se lancer et lire la BD. Après, je dirais qu'il y a un côté très positif à tout ça, c'est que ça identifie aussi très clairement le travail de Liv Strömquist. Totalement. On reconnaît tout de suite son style et de très loin. Ah oui. Et je pense que ça, c'est vraiment une force. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai, il y a ça pour elle. Toujours est-il que ça n'enlève rien au propos qui est évidemment captivant, et moi j'ai été ravie de découvrir cette autrice. J'ai d'ailleurs lu, quelques temps après avoir lu cette BD, une interview d'elle dans le dernier numéro du magazine La Déferlante, une interview croisée avec Mona Chollet. Donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Et je vous la recommande fortement parce que vraiment la discussion entre ces deux féministes, elle est géniale. Mais oui, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. En plus, je t'en parlais là en faisant, faisant le lien. Mais c'est super cette interview. Il faudra que tu me la passes parce que moi, je n'ai pas eu le temps de la lire. Sûr. Et je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, Liv Strömquist, elle fait partie des grandes autrices féministes actuelles. Je pense qu'il faut absolument la lire. Et si comme nous, vous n'êtes pas trop fan de son style, faites-vous violence. Passez outre et lisez quand même ces BD. Franchement, vous ne regretterez pas. On arrive à la fin de cet épisode qui nous a emmenés vers le Grand Nord. Pour être tout à fait honnête, ça a été un peu difficile pour nous. On s'était emballé sur ce thème, mais on a eu quand même un peu de mal à accrocher au livre qu'on avait commencé. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un style de littérature nordique ou scandinave et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait ce qu'on préfère, quoi. Ouais, moi j'avais notamment commencé Ton absence n'est que ténèbres de John Kalman Stephenson, mais j'ai pas du tout accroché et là carrément j'ai abandonné parce qu'en plus il est long. Ouais, moi j'ai pas eu le temps de le commencer, mais pourtant on m'en avait dit énormément de bien et c'est trop bête, quoi. Ouais. Et notamment une voisine qui m'a dit qu'elle avait adoré et elle m'avait vachement poussée à le lire et tout, et puis bon, voilà. Moi tu vois, c'est mon libraire qui m'en avait dit aussi énormément de bien. Je crois que c'est un de ses livres préférés, mais moi malheureusement ça n'a pas marché, quoi. Écoute, c'est une question de goût, hein. Peut-être que vous aurez des goûts différents là-dessus. Ouais. En tout cas, pour moi, le bilan de tout ça, c'est que même si la littérature m'attire un peu moins, ça me donne quand même très envie de retourner voyager dans ces pays scandinaves. Ça, c'est vrai. Et vous aimez la littérature scandinave ? Si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous avez pensé des livres dont on vous a parlé aujourd'hui ? Est-ce que vous avez d'autres lectures scandinaves à nous conseiller qui peut-être marcheraient mieux pour nous ? Peut-être, sait-on jamais. Venez nous en parler sur Instagram, lebruitdespages.podcast. C'est là que vous trouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Et vous pouvez toujours retrouver Marine sur son Instagram aussi, au fil des pages. Avant de se quitter, notre petit tour de table habituel. Catherine, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Alors moi, j'ai presque fini l'essai de Marion Olité sur Buffy, la révolte à coups de pieu. C'est vraiment super intéressant. Elle analyse la série Buffy contre les vampires et montre comment cette série est devenue un symbole du combat contre le patriarcat. Allez, une deuxième fois que je me place. Et aussi de la réappropriation du pouvoir par les femmes. Si vous avez passé comme moi votre jeunesse devant Buffy, franchement, je vous le conseille vraiment. Par contre, méfiez-vous. Moi, j'ai craqué et je me suis replongée dans la série, donc ça peut être dangereux. C'est pas grave, c'est l'automne. T'as le temps. C'est vrai, on a le temps. Voilà. Et toi, Marine ? Moi, je suis en train de lire le récit de Ginette Kolinka, Retour à Birkenau, que je vais compléter avec la BD qui vient de sortir, Adieu Birkenau. Ce sont des histoires très dures, évidemment, mais on pourra vous en reparler à l'occasion de la nouvelle formule que l'on est en train de vous préparer. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais on a vraiment hâte que vous puissiez la découvrir. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme toujours, on compte sur vous pour liker le podcast et nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute et pour partager le podcast autour de vous. On se retrouve le mois prochain pour notre épisode de Noël. C'est vous qui prendrez les rênes du podcast. En attendant, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.